On va parler cybersécurité. Vous savez que depuis le printemps 2020, notamment, il ne se passe pas une semaine sans qu'une mairie, un conseil départemental, une région, un hôpital soit la cible et la victime de cyberattaques. Les conséquences, on les connaît, c'est la sidération, c'est l'arrêt total des services publics, c'est des équipes réduites à l'impuissance. Si les collectivités territoriales sont les premières victimes de ces attaques massives, ce n'est pas parce qu'elles sont forcément visées, sauf exception bien sûr, mais surtout parce qu'elles sont insuffisamment protégées. Très souvent, la réaction des victimes est la même, panique, surprise, incrédulité. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Malgré toutes les campagnes de sensibilisation, la croyance demeure qu'on va passer sous les radars. On entend encore « on est trop petit pour intéresser les hackers », ou encore je ne vois pas très bien qui pourrait s'intéresser à nos données. Je l'ai encore entendu récemment, comme quoi le message, il faut le dire, le répéter. Alors, au-delà du trouble de ne plus avoir accès à un mois de données et de devoir revenir à la méthode ancestrale du crayon et du papier, la cybersécurité, ou plutôt l'absence des sécurisations des systèmes d'information, pose clairement la question de la souveraineté numérique des collectivités locales. C'est ce que nous allons essayer de voir en compagnie de Céline Violet, donc j'invite à nous rejoindre sur scène, présidente de Soluris, membre du conseil d'administration de la FNCCR, Anne Le Henanff, députée du Morbihan, membre de la CSNP et du conseil d'administration de la FNCCR, Éric Fraissinet, donc général de brigade, conseiller senior cybercriminalité et cybersécurité, expert affecté au commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, François Degèse, donc chef de la division coordination territoriale à l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, pardon, j'y arrive, et Mathieu Azoir, président du campus cyber Nouvelle-Aquitaine, conseiller régional délégué en charge des enjeux numériques. Voilà qui nous rejoint en dernier. Bonjour, bienvenue. Alors, je vais m'installer avec vous, comme ça, on est plus proche. Alors, François Degèse, la première question, elle va être pour vous. Je disais en introduction que les cyberattaques auprès des collectivités sont en forte progression. Quel est aujourd'hui l'état de la menace ? Bonjour, vous me permettrez juste d'abord d'excuser Vincent Strubel. Jusqu'à il y a 2 jours, c'était lui qui venait. Mais voilà, c'est les aléas des agendas des directeurs généraux et il m'a demandé de le représenter. Le représenter pourquoi moi parce que je pilote le réseau des délégués régionaux de l'ANSSI, donc c'est mes troupes qui sont en relation étroite avec les collectivités. Alors pour revenir sur votre question, l'état de la menace en ce qui concerne les cybermenaces en ce qui concerne les collectivités, vous avez déjà dit beaucoup de choses dans votre propos introductif, vous avez de bonnes lectures. Fort heureusement, l'ANSSI a sorti il y a quelques semaines un état de la menace qui touchait les collectivités et donc c'est là-dedans que je vais extraire l'essentiel de ce que je vais vous dire. Alors, avec une précaution, la synthèse faite par l'ANSSI est issue des chiffres qui ont été rapportés à l'ANSSI. Donc, ça ne s'appuie pas sur la connaissance que peuvent en avoir les forces de sécurité de leur côté, et ça ne présage pas non plus de ce qui est déclaré à cybermalveillance. Mais bon, ceci dit, l'ANSSI a un volume suffisamment significatif, et puis les collectivités en général sont de bons élèves, et quoique d'après ce que dit la presse, pas forcément. Ils rapportent tout, en général, sont obligés de toute façon de... Globalement, les collectivités signalent les incidents dont ils sont victimes, notamment les plus grosses. Ce qu'on peut dire, c'est que sur l'étude portée sur les 18 derniers mois, que très clairement la tendance n'est pas à la calmie, et elle n'est pas forcément non plus à un accroissement excessif. Par contre, ça ne diminue pas malgré tous les efforts qui sont faits. Ce qu'on observe, c'est que c'est la deuxième catégorie de victimes qui sont rapportées à l'ANSSI, sauf que cette deuxième catégorie de victimes, si on le rapporte au nombre de collectivités, eh bien, ça fait en sorte que les collectivités sont quand même en matière beaucoup plus touchées que les entreprises. En nombre. C'est toujours les ransomware qui sont en tête des menaces ? C'est pas les ransomware qui sont en tête des menaces. Grosso modo, vous avez
les attaques de messagerie, mais ceci dit, l'attaque de messagerie, c'est le prélude à ça prépare ensuite. C'est les intrusions, et puis les ransomware. De mémoire, les ransomware, c'est une trentaine de % des attaques, mais on en parle beaucoup parce que ce sont celles qui mettent littéralement à plat une collectivité. Un des gros sujets sur le ransomware, c'est qu'il y a une double temporalité. Vous avez une attaque qui va très vite, qui a un effet de sidération, et il faut des mois et des mois pour s'en relever. Lorsqu'on a été touché. Je crois que du côté de Lille, ils sont encore en train de souffrir. On a un certain nombre d'exemples où la temporalité, quand j'ai dit plusieurs mois, c'est une année, quoi. Oui. C'est facilement une année pour retrouver un niveau de fonctionnement à peu près normal. Et encore, je ne sais pas s'il y a une seule collectivité qui peut garantir qu'elle a récupéré 100% de son fonctionnement au bout d'un an. Voilà. Donc, oui, les collectivités continuent d'être des cibles. Elles continuent d'être des cibles. Vous l'avez assez bien dit, pas forcément parce qu'elles sont particulièrement ciblées, mais parce qu'elles sont peut-être insuffisamment protégées. Et les messages que vous avez passés, je les confirme. La richesse, ce qui se vend bien, c'est la donnée. Les collectivités ont énormément de données sur les individus. Et donc, les pirates, si les collectivités ne payent pas d'argent, c'est pas grave, elles se servent de leurs données pour faire leur beurre par derrière. Donc, oui, les collectivités doivent continuer à se protéger. Éric Fraissinet, est-ce que vous avez des chiffres récents sur la volumétrie de ces attaques, justement, pour qu'on se rende un peu compte de ce que ça représente? À un moment, quand ça a commencé, on disait il y en a tant par semaine. Le cumul est assez terrifiant à date. Je vais vous donner des proportions, en fait, par rapport aux collectivités, parce que, justement, on a, beaucoup depuis le Covid, et puis... en l'ayant renforcé, je pense que tout à l'heure, on va évoquer les dispositifs de prévention, notamment qui sont menés par l'État. Et dans ce contexte-là, depuis l'année dernière, on a mis en place un dispositif de diagnostic qui est accompagné par des gendarmes sur le terrain qui vont au contact, notamment des collectivités locales. Et depuis le début de l'année 2022, donc entre, en gros, le janvier 2022 et le mois de juin 2023, on a rencontré un peu plus de 1150 collectivités. Et c'est essentiellement donc, des collectivités de taille moyenne à petite, donc plus spécifiquement 925 communes de moins de 5000 habitants et 54 établissements publics de coopération intercommunale. Et sur ces collectivités, 29% déclarent avoir été victimes dans le passé ou récemment de différentes formes de cyberattaques. Et sur les proportions, ça donne environ, dans ce qu'elle déclare, 35% de rançongiciel, 32% de hameçonnage, 22% de piratage de compte, d'accès frauduleux à un compte de messagerie, par exemple, ou de gestion d'un site web. Elles sont aussi touchées par des escroqueries au faux virement, tentatives ou réalisées, et puis d'autres logiciels malveillants. Et donc ces 35% de rançongiciel, ça veut dire qu'une commune sur 10 déclare avoir été victime d'un rançongiciel au cours des dernières années. Donc ça fait... Lorsque vous parlez de 30% de communes qui ont déclaré avoir été touchées, alors est-ce que c'est touché? On ne compte pas les tentatives, parce qu'en fait, j'imagine que les tentatives, c'est à peu près tout le monde. Quand on pose ce genre de questions, ça peut être des tentatives. Ouais, d'accord. Tout à fait. Et après, nous, dans les faits qu'on rencontre, effectivement, les collectivités sont souvent parmi les victimes aux côtés des entreprises, mais il se trouve que les collectivités vont être souvent aussi celles qui vont effectivement venir déposer plainte, presque à près de 100%, alors que les entreprises, on a parfois du mal à obtenir des informations sur ce dont elles sont victimes. Donc voilà, il faut relativiser, mais elles sont quand même très touchées. Voilà. 10% d'entre elles par des rançongiciels. Céline Violet, est-ce que cette omniprésence de la question des cyberattaques dans l'espace public contribue à faire avancer la prévention? Je disais tout à l'heure qu'on entendait encore des gens qui disaient non, on va passer sous le radar. Quelle est votre vision de la question? Chez Soluris, on a coutume de dire que la conscience évolue moins vite que la menace. Les maires aujourd'hui sont soumis à tout un tas de priorités. Et la cybersécurité, même si ils savent que ça existe, et puis la commune voisine a été victime,
n'ont pas toujours les moyens. C'est-à-dire que 92% des communes ont moins de 3500 habitants. C'est 4 agents, c'est des ouvertures au public en demi-journée, hein, c'est une secrétaire de mairie à mi-temps. Donc ça reste un sujet qui leur apparaît technique, un sujet d'informaticien. Ce qui est faux, on verra que la sensibilisation, organiser sa mairie pour faire face à la menace, mais aussi pour reprendre des plans de continuité et puis avoir j'ai envie de dire des formats papier aussi pour réagir à ça est une chose. Et puis il y a des idées reçues, ce que je voulais aussi partager, c'est-à-dire qu'on pense que ça reste des petits génies qui font des attaques. Faux, ce sont des mercenaires, des criminels organisés qui cherchent le gain. C'est extrêmement lucratif, hein, la cyber, bien plus que la vente de drogue. Donc ça va continuer. Donc on va continuer à en parler, on va continuer à aider les collectivités à se prémunir, aussi pour éviter que ce soit facile. Aujourd'hui, prendre de la donnée à une collectivité, c'est extrêmement simple. Et c'est la raison aussi pour laquelle on met en place chez Soluris des recommandations simples de l'ANSSI. On a des mots de passe, on génère et on a des mots de passe suffisamment robustes. On a une sauvegarde qui nous permet de rétablir le service parce que l'attaque viendra. Hein, ça, je crois qu'on est tous, on reviendra tout à l'heure sur la façon là-dessus. dont vous pouvez accompagner les collectivités, effectivement, parce que c'était un point très important. Mais avant cela, je voudrais demander à François Degèse donc, comment l'ANSSI est organisé pour répondre aux besoins des collectivités en région et comment s'articule son action par rapport à des acteurs tels que cybermalveillance.gouv.fr ou les CCRT locaux. Avec le micro, ce sera mieux. J'en profite pour dire, on prendra les questions à la fin de chacune des tables rondes, donc notez-les, on y reviendra, on aura du temps pour les questions, donc ne vous inquiétez pas. Alors, 3 petits mots d'histoire de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'héritière historique lointaine du Bureau du Secret du Roi, qui était donc avant tout concentrée vers la sécurisation des échanges très critiques, et puis de fil en aiguille, elle s'est intéressée à la sécurisation des outils des armées, des outils de l'État, et puis ensuite des outils des OIV, mais avec le numérique qui s'étend, eh bien, il a fallu aller beaucoup plus loin. Mais ceci dit, on est marqué par cette histoire. L'ANSSI, c'est 650 agents qui sont tous, pour l'essentiel, à Paris, et dont plus de la moitié fait de la défense des systèmes critiques de l'État. Et quand je dis qu'ils font de la défense, ils ont des camarades de jeu qui sont très très loin dans le globe. Mais pour autant, il y a 5-6 ans à peu près, la conscience du numérique est entrée. L'ANSSI a participé à la création de cybermalveillance, qui avait une cible principale qui était de diffuser la politique de prévention numérique chez tous les citoyens. Et c'est à peu près la même époque aussi où l'ANSSI a mis en place un réseau de délégués régionaux qui d'abord ont eu un travail de sensibilisation et qui de plus en plus maintenant ont un travail d'impulseurs de politique publique, de prévention en relation avec tous les écosystèmes. Donc, alors ça, c'est l'aspect humain, mais derrière, au profit des collectivités territoriales, il y a bien entendu des liens qui ont été établis avec un certain nombre de structures, comme l'association des opérateurs publics de services numériques, avec tout un tas d'acteurs importants dans les territoires. Mais pas que ça. L'ANSSI est en train de développer aussi tout un panel d'outils permettant, qui sont à libre disposition de l'administration publique et donc des collectivités, permettant de les aider dans leur sécurisation. Typiquement, il y a un outil qui permet de mesurer les vulnérabilités apparentes sur le net qui s'appelle Silène, qui est absolument gratuit. Il y a un deuxième outil qui s'appelle ADS qui permet de vérifier que vos bases de compte, vos annuaires sont configurés proprement. Pour la petite histoire, l'histoire nous montre... La première chose que fait l'ANSSI lorsqu'elle est appelée au secours, c'est qu'elle fait un certain nombre de relevés techniques, d'abord pour des questions de préserver des preuves numériques ensuite, mais ça nous permet aussi de comprendre. Et on regarde et on observe qu'effectivement, la vie
fait que le maintien en sécurité dans le temps des systèmes, eh bien, c'est pas une science exacte. Et on observe qu'au travers de nos outils, tous ceux qui retenez ça, messieurs les responsables, si vous avez un score ADS qui est de 1 à 5, qui n'est pas la moyenne, eh ben, c'est brutal, mais ceux qui ont des bons scores ne sont pas attaqués. Donc, si vous voulez, un dispositif humain, 2, un dispositif d'outils, et puis 3, un travail résolu avec l'ensemble des partenaires, notamment tous ceux qui visent la mutualisation. Ce sont nos partenaires de jeu privilégiés. On reviendra tout à l'heure plus précisément sur les moyens mis en œuvre et l'organisation de cette défense. Arnaud Delenarf, vous avez piloté récemment l'élaboration d'un avis de la CSNP donc sur la souveraineté numérique qui appelle entre autres, je cite, à une définition opérationnelle de la souveraineté numérique sur laquelle pourraient s'appuyer les décisions politiques et les actions à engager pour les mettre en œuvre. Alors, quelle est la part de la cybersécurité dans cette aspiration à la souveraineté numérique ? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, Patrick, et pour ton intervention, parce que j'adhère évidemment beaucoup à tout ce que tu penses en tant que sénateur sur le sujet de la souveraineté numérique. Elle est partagée, évidemment. Ça m'amène à répondre à votre question. C'est que souvent, il y a une confusion, finalement, entre la souveraineté numérique et la cybersécurité. Et moi, en fait, plus je travaille sur le sujet, et plus je me rends compte que, finalement, je faisais peut-être fausse route depuis le début. Et que ça se précise un peu dans mon esprit. C'est-à-dire qu'il faut traiter les deux sujets différemment, distinctement. C'est pas parce qu'on fait de la cybersécurité qu'on est souverain. Et donc la loi sur le numérique a permis notamment d'éclaircir un peu ce sujet-là. C'est qu'il faut, enfin en tout cas c'est ma conviction aujourd'hui en tant que parlementaire et qui travaille sur ces sujets avec le gouvernement, c'est qu'il faut, avant d'être souverain, et pour pouvoir plutôt être souverain, soyons positifs plutôt dans la phrase, pour pouvoir être souverain, et c'est ce que je souhaite, et c'est ce que nous souhaitons, et il faut qu'on aille beaucoup plus vite, je pense, sur ce sujet, eh bien, il faut être cybersécurisé. C'est donc la première étape, il faut éviter cette confusion entre les deux, finalement. Il faudra d'abord travailler, et c'est ce qu'on fait depuis des années avec les syndicats du numérique, avec tous les acteurs du numérique, c'est qu'on parle de monter en compétence sur la sécurité numérique des organisations. Et c'est ce qui, une fois que nous aurons atteint ce seuil optimum, j'espère, ou maximal de sécurité, que nous pourrons sereinement aller vers une souveraineté numérique. C'est pas parce qu'on est souverain qu'on est sécurisé. Donc moi, ma priorité en tant qu'élu, c'est finalement que les organisations sur le territoire national soient cybersécurisées au maximum, le plus vite possible, pour pouvoir aller très vite vers la souveraineté numérique. En parallèle, la souveraineté numérique, elle touche finalement deux aspects. Il y a l'usage, donc là on parle de nos organisations, les collectivités, les entreprises, et puis il y a la filière. La souveraineté numérique, c'est aussi la filière économique que porte Bruno Le Maire et qui est et le président de la République, où on sait qu'on veut porter des champions français, je devrais même dire européens. Et je dis européen parce qu'on reviendra là-dessus. La France est quand même assez dépendante de ce qui se passe en Europe. Voilà, on ne peut pas oublier qu'on est dans un territoire européen. Donc, souveraineté numérique, oui, mais à condition qu'on soit cybersécurisé au maximum, les organisations. Et même si les industriels français œuvrent pour monter aussi en qualification, en labellisation, tout le monde, malheureusement, ne peut pas être SecNumCloud. Et moi, je plaide pour un label, finalement, qui soit intermédiaire et qui permette au maximum d'organisations d'être référents, d'être des acteurs de confiance. Parce que SecNumCloud, c'est quand même le top du top, et il n'y en a pas beaucoup qui peuvent malheureusement en temps, en argent, en RH travailler sur pour atteindre ce top du top en manière de sécurité. On reviendra dans le détail sur cette partie-là, parce qu'effectivement, à partir du moment où il y a un label très sécurisant, tout le monde veut l'avoir, y compris les GAFAM. Donc, est-ce qu'on peut être SecNumCloud et être considéré comme souverain? Donc, on posera la question tout à l'heure. Mais avant cela, je voudrais vous demander, Mathieu Azoir, donc le campus régional de cybersécurité et de confiance numérique de Nouvelle-Aquitaine a été lancé en octobre 2022. Vous en avez pris la présidence en mai 2023.
dans un contexte où la cybermenace ne faiblit pas, on l'a vu par les différents chiffres et les tendances qui ont été données. Alors, combien d'entreprises et surtout combien de collectivités avez-vous accompagné depuis l'ouverture des campus ? Bonjour à toutes et tous. À mon tour d'apporter quelques chiffres, mais on reviendra aussi tout à l'heure sur la complémentarité des actions. Vous l'avez dit, le campus est ouvert depuis 1 an et demi, mais je dirais un des cœurs de cible du campus régional, c'est le centre de réponse à incidents. Ce centre de réponse à incidents, il est ouvert depuis le 4 avril 2023, c'est-à-dire à peu près 7 mois, et nous avons accompagné 120 entités. Et ça se répartit, 70% ce sont des entités privées et 30% relevant du public. Alors je prends ces chiffres avec un peu de distance ou de mesure. Parce que ça fait que 7 mois, donc il nous faudra, je pense, un peu plus de temps pour avoir un ratio qui sera bien stabilisé. Et puis surtout, parce que le campus régional cybersécurité a été construit, bâti en lien avec la compétence développement économique du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, et donc avec d'abord un signal à destination de nos entreprises et de nos PME. Non pas que nous avons oublié les collectivités publiques et entités publiques, mais c'est d'abord à elles que nous nous sommes adressés. Donc voilà à peu près le ratio. Mais peut-être l'élément le plus important, parce qu'en introduction, Patrick Chaise évoquait la question de l'anticipation. Et pourquoi je dis ça, c'est que sur ces 120, on va dire 120 traitements, 60 et donc 50%, 50% sont arrivés après l'incident. Donc pardon de le dire comme ça, mais un patron de PME en Haute-Vienne, parce que je vois Jean-Marie Bost qui est là, donc je prends cet exemple, qui est à 50 km de Limoges, qui a 20 salariés, qui se retrouve, pardon l'expression, à poil en 2 minutes. Eh ben, il nous appelle, il appelle le numéro du campus et on vient l'accompagner pour faire en sorte qu'il puisse un petit peu s'en sortir. Mais l'élément le plus important, c'est notre capacité à intervenir en amont et d'aller chercher tous les signaux faibles, voire les signaux forts, et de pouvoir appeler un patron de PME ou un maire et un président de collectivité en lui disant « Attention, demain ou après-demain, tu vas être attaqué ». Et ça, ça va être l'essence, mais ça demande un travail assez incroyable. Ça demande une expertise. J'ai peur de l'oublier, je le dis tout de suite parce que je parlais de complémentarité. Le directeur du campus régional cyber et son directeur adjoint, ce sont les 2 derniers délégués de l'ANSSI en région Nouvelle-Aquitaine. C'est pour vous dire qu'on sait aussi faire du travail. Mais je voulais signaler ça parce que la capacité à pouvoir intervenir en amont est peut-être l'élément essentiel dans l'enjeu de la cybersécurité aujourd'hui. Éric Fraissinet, puisqu'on parle aussi de moyens, combien de cybergendarmes sont affectés à la lutte contre les différentes formes de criminalité en ligne et sous quelle forme intervenez-vous pour la cyberprotection des collectivités ? Alors pour faire le lien avec notamment l'intervention de Anne Le Henanff, un des enjeux de la souveraineté, c'est la proximité. C'est une réponse en proximité, de pouvoir dialoguer directement avec les acteurs. On a parlé des correspondants territoriaux de l'ANSSI, des réponses qui sont montées dans les territoires. Et donc nous, depuis de nombreuses années, on développe une réponse de proximité. D'abord depuis une vingtaine ou une trentaine d'années pour répondre aux enjeux des enquêtes judiciaires. C'est l'accès à la preuve numérique. Et puis de plus en plus aujourd'hui, en fait, c'est le quotidien des gendarmes. Donc il y a une réponse un peu simple, c'est l'ensemble des gendarmes sont impliqués dans le dispositif, parce qu'en réalité, si vous vous présentez dans une brigade de gendarmerie, vous pouvez demander à déposer plainte, à rencontrer un spécialiste, etc. Et les gendarmes connaissent les dispositifs et peuvent vous orienter. Mais dans chaque brigade de gendarmerie, on a mis en place des correspondants en technologie numérique. Et donc, ils sont au nombre de 1, 2 ou 3 par brigade de gendarmerie. Et leur rôle, c'est de conseiller leurs collègues et puis d'accompagner les victimes. Donc, s'il y a une collectivité qui est victime d'une attaque ou qui pense être victime d'une attaque, elle peut faire appel à sa brigade locale et obtenir des informations, déposer plainte, etc. Et déposer plainte, ça veut dire enchaîner derrière une réponse. Au niveau départemental, depuis assez longtemps, on a des spécialistes en technologie numérique qui traitent de l'accès à la preuve.
entre 1 et 3 spécialistes au niveau de chaque département. Ce sont les NTech, dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc au total, sur l'ensemble du territoire, ils sont 300. Et ces spécialistes, ils font partie des dispositifs dans chaque département avec leurs collègues des sections opérationnelles de lutte contre les cybermenaces, c'est-à-dire nos spécialistes en système d'information, avec nos référents sûreté, qui sont petit à petit formés aussi aux enjeux de cybersécurité. Ils vont faire des actions de prévention aussi, auprès des collectivités en particulier. Et c'est eux, par exemple, qui accompagnent ces dispositifs de diagnostic diagonal que j'évoquais tout à l'heure. Et enfin, pour compléter le dispositif au niveau régional, on a des équipes d'enquêteurs spécialisés, donc qui vont traiter les enquêtes, y compris des enquêtes complexes. Certaines sections de recherche de gendarmerie, je pense à Lyon, Rennes, Marseille, Montpellier notamment, mènent des enquêtes d'envergure internationale sur des rançongiciels, parce que parfois l'enquête a débuté dans leur territoire et le parquet de Paris a décidé de leur confier les investigations. Dans ces groupes d'investigation régionales, ils sont entre 5 et un peu moins d'une dizaine d'enquêteurs spécialisés. Et puis enfin, au niveau central, le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Donc nous, on est près de 300 bientôt pour piloter ce dispositif. Donc ça fait un peu plus de 8500 gendarmes aujourd'hui qui sont directement impliqués. Et en réalité, toute la gendarmerie qui est prête à répondre aux attentes des collectivités en prévention, en investigation et donc en réponse aussi à ceux dont elles sont victimes potentiellement. Voilà. Alors, est-ce que c'est suffisant? Vous allez me dire, bien sûr que c'est jamais suffisant, mais est-ce que vous arrivez à travailler correctement? Est-ce que vos agents ne sont pas tout le temps débordés par la déferlante de cyberattaques et de leurs conséquences? On s'est adapté petit à petit avec le temps à la dimension de cet enjeu. Globalement, on continue de former des nouveaux correspondants dans les brigades de gendarmerie, par exemple, des nouveaux enquêteurs spécialisés. Les formations d'enquêteurs spécialisés qui formaient jusqu'à il y a 2-3 ans une vingtaine d'enquêteurs par an à l'analyse de disques durs, de téléphones mobiles, etc. Aujourd'hui, on forme 40 puis 60 par an avec les nouvelles promotions de spécialistes. Donc on continue d'augmenter le volume de formation. On fait de la formation continue. On a fait de la formation sur les cryptoactifs, par exemple, avec plus d'une centaine d'enquêteurs formés. Depuis pas mal de temps, des enquêtes sous pseudonyme qui permettent d'aller au contact des délinquants sur Internet dans les investigations. Ils sont près de 300 à avoir été formés à ces techniques-là. Oui, on peut dire qu'il n'y aura jamais assez de moyens, mais quand même, on essaye de s'adapter aux problèmes. Toutefois, pour vous faire toucher un peu du doigt la difficulté, il reste quelques goulots d'étranglement. Il y a certains phénomènes qui sont très préoccupants en termes et très chronophages en termes de travail pour nos gendarmes. Par exemple, la lutte contre la pédopornographie, qui suppose d'analyser des disques durs pendant de longues heures, et qui est souvent fait au niveau départemental et avec parfois pour certaines équipes plusieurs dizaines d'ordinateurs sur les étagères à traiter. Et donc c'est pour ça qu'on continue de renforcer le volume d'enquêteurs formés chaque année à ces techniques-là pour dégager un peu de marge de ce côté-là. Mais donc oui, on va dire on est sur le bon chemin, on a fait beaucoup d'efforts, mais il reste encore à donner encore plus de moyens, Madame la députée, Monsieur le sénateur, pour cela. Merci Mathieu Azoir. Vous m'avez dit en préparant cette table ronde que vous appelez de vos voeux la mise en place d'un continuum de cybersécurité à l'échelle nationale. Alors comment votre action s'articule-t-elle dans ce but avec d'autres instances? On a parlé un petit peu de NACIV, c'est fluide visiblement avec eux, mais est-ce que vous avez des contacts avec les autres campus cyber régionaux qui commencent à éclore ci et là? Oui, effectivement. Alors pourquoi me semble-t-il la nécessité d'un continuum de sécurité est réelle, mais c'est Céline qui l'évoquait, parce que la menace, elle est là,
Et la menace, elle n'est pas uniquement réelle, tangible. Elle peut, vous parliez de souveraineté, mettre à mal un État, des grands groupes français et des collectivités. Et ça passera forcément par une complémentarité de nos actions à l'échelle européenne jusqu'à l'échelon le plus local. Et on le voit, il me semble que ça s'installe bien en France progressivement entre l'action de l'ANSSI, l'action de campus cyber régionaux qui sont en émergence. Vous évoquez les liens que nous pouvons avoir en ce moment, plus spécifiquement avec les dynamiques en région Bretagne, en région Normandie, à la Réunion, mais au-delà même d'un échelon purement régional, c'est ce continuum, parce que, on le voit, elle doit, cette menace, faire en sorte que nous ayons les bonnes réponses au bon moment et en fonction des structures auxquelles nous nous adressons. Entre ce que peut faire l'ANSSI, entre ce que peut faire un campus régional cybersécurité, entre ce que peut faire des OPSN, comme Soluris, je pense aussi à l'ALPI en région Nouvelle-Aquitaine, en fonction du besoin, en fonction de la réponse, il faut que nous soyons là le plus tôt et le plus rapide. Et d'autres exemples, Patrick aussi évoquait en introduction la question de la transposition de la directive Nice 2. Il se met en place un travail entre l'ANSSI et Région de France pour voir justement comment on décline cela. Donc ça, ce sont des preuves un peu tangibles. J'illustre aussi par d'autres exemples. En tant que Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, non pas sur la partie campus, mais région même, nous avons, ces 2 dernières années, accompagné les 50 plus grandes entreprises de la région en leur proposant des diagnostics gratuits de maturité cyber. Elles ont quasiment toutes joué le jeu, avec un résultat que je ne vais pas vous dévoiler totalement, mais on pourra simplement dire qu'elles sont toutes loin d'être protégées à la hauteur de la menace, ce qui nous a conduit aujourd'hui à éco-socio-conditionnalité nos aides de la région, à un diagnostic cyber ou la mise en place d'outils de protection cyber dans les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine. C'est aussi un moyen de les accompagner. On ne peut pas accompagner des projets d'innovation numérique qui vont augmenter la surface d'attaque sans que nos entreprises se soient elles-mêmes protégées, parce que sinon on en devient schizophrénique. Donc c'est tout ça qu'il nous faut aujourd'hui réussir à mettre en œuvre. Mais évidemment, et je rejoins le général Fraissinet, ça demande 2 choses. 1, des moyens. Donc il faut qu'on sache ce qu'on y met. Et deux, surtout, quel est l'élément peut-être le plus important, et là où le bas blesse aujourd'hui, c'est d'avoir en France des gens formés et qui connaissent bien l'enjeu et qui puissent apporter la réponse. C'est aussi ça notre enjeu aujourd'hui, et je pourrais revenir à la suite d'actions qu'on met en place sur ce point. Merci. François Degèse, dans le cadre du plan France Relance, vous avez mis en place en 2021 un parcours de cybersécurité pour renforcer la sécurité des services de l'État et des collectivités. Donc le plan était doté de 176 millions d'euros pour les années 2021 à 2022. Ce plan s'articule autour d'un accompagnement à 3 temps, vous me direz si j'ai bon: évaluation des besoins, conception d'un plan de sécurisation, mise en œuvre du plan. Et comment ce parcours a-t-il été reçu et quel bilan tirez-vous de ces 2 premières années? Je vais essayer de ne pas être trop long. Alors, d'abord, 176 millions d'euros, c'est l'ensemble du volet cyber du plan de relance. La partie collectivité, ça se tourne plutôt autour des 100 millions d'euros. Et sur ces 100 millions d'euros, vous en retirez tout de suite une douzaine qui ont servi à subventionner les CSIRT régionaux. Grosso modo, c'était 710 collectivités qui ont bénéficié d'un parcours cybersécurité. Et vous l'avez assez bien décrit. C'était non seulement une subvention, mais c'était aussi un accompagnement, en fait. Et c'était forcément cadencé. C'est-à-dire qu'on a financé d'abord une phase d'audit complètement, de manière à faire un examen à 360 des vulnérabilités, des forces, que ce soit au plan technique, mais pas que. Ça a très bien été évolué, ce n'est pas un sujet technique, c'est aussi un sujet de gouvernance et c'est un sujet organisationnel. Et ces aspects-là aussi ont été checkés. Et l'aboutissement de ce truc-là, c'était un audit, un rapport d'audit et une préconisation de plan qui était censé être validé par la gouvernance. C'était comment dire,
La règle ultime, pas de niveau de gouvernance validant le plan d'action, pas de deuxième décaissement pour les subventions complémentaires. C'est-à-dire qu'on était vraiment avec un sujet. L'ambition du plan de relance, c'était vraiment de créer une prise de conscience et de créer un mécanisme d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on est très conscient que les sujets ne vont pas être réglés. Il y a d'ailleurs un certain nombre de collectivités qui étaient en plein plan de relance, qui ont été touchées par des rançons logicielles. Pour la petite histoire, il y a au moins un conseil départemental qui avait reçu la veille ou l'avant-veille le plan de gestion de crise lorsqu'il a pris le rançon logiciel dans la tête. Bon, c'est bon, il avait le dossier sur l'étagère et frais. Mais ceci dit, c'est donc un processus de très longue haleine et qui avait vraiment l'objectif de déclencher une mécanique vertueuse. Derrière, ça a été la deuxième phase, c'était effectivement donc les premières briques de mise en œuvre de ce plan, et avec là un aspect très européen, puisque comme c'était des fonds européens, on s'est forcé de faire en sorte que les solutions mises en œuvre soient des solutions européennes. Bon, il y avait un aspect aussi un petit peu développement économique et souveraineté, comme l'évoquait Madame la députée tout à l'heure. Les enseignements, d'abord, c'est pas fini. C'est pas parce qu'on a versé l'essentiel des subventions que entre le processus administratif, le travail technique, mobiliser les énergies. En plus, je vous passe sur les aléas où l'URSSI, qui avait commencé le dossier, a changé, ou bien il y a tout un tas de sujets de ce genre, avec parfois des élus qu'il a fallu convaincre. J'ai au moins en tête une fois où il a fallu qu'on écrive en disant puisque ça ne vous intéresse pas, vous n'aurez pas la suite. Je ne sais pas pourquoi, mais dans les 15 jours, on a réussi à organiser la réunion au bon niveau. Et quand je dis que ce n'est pas fini, c'est que sur les 710 parcours, d'abord la très bonne nouvelle, c'est qu'il y en a très très peu qui ont lâché l'affaire. On s'attendait à un taux de perte supérieur, alors qu'en fait sur 710, je crois qu'il y en a moins d'une dizaine, c'est-à-dire l'épaisseur du trait de crayon qui ont laissé tomber. Mais on est maintenant vraiment sur la partie suivante, mise en œuvre du plan d'action, on n'est encore qu'à moitié du chemin. C'est-à-dire qu'on a financé, mais je pense qu'on a encore quelques mois de manière à aller jusqu'au bout. Un des enseignements majeurs que je retire, c'est que les collectivités ont joué le jeu. Elles ont vraiment joué le jeu. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera de financement. Et un deuxième élément intéressant qu'on y retire, qui a été aussi évoqué par Madame Violet, c'est qu'il a fallu un écosystème pour accompagner toutes ces sociétés. Et cet écosystème n'était pas à la hauteur en début de plan de relance. Et on a constaté que dans quasiment toutes les régions, que plein de sociétés prestataires de services ont recruté, sont montés en compétences de manière à pouvoir accompagner ça. Donc on a un petit peu une base installée. Mais je partage l'avis du sénateur. Nice 2, ça fonctionnera si l'écosystème suit. Et c'est d'ailleurs un des enjeux majeurs que mes délégués régionaux ont en collaboration avec les régions, avec les cybercampus. Et pour rejoindre ce que disait M. Azoir, c'est qu'il va falloir il va falloir mettre en place les synergies, faire tourner la mayonnaise dans le bon sens, de manière à ce que ça avance. Alors, une part importante des 35 000 collectivités françaises sont des toutes petites communes, et vous avez souvent 1-2 postes de travail avec une secrétaire de mairie qui travaille 2 demi-journées par semaine. Est-ce que le dispositif s'adapte aussi à ces toutes petites collectivités qui ont très peu de moyens, aucune compétence informatique particulière? Alors c'est quelque chose sur lequel je n'étais pas venu, mais je connaissais votre fil, donc j'avais la question. Très vite, on s'est rendu compte que pour tirer un parcours cybersécurité, il faut des compétences en interne. Et de manière assez paradoxale, finalement, nous donnions des subventions avec des gens qui avaient des compétences, et donc qui en principe pour les aider à accompagner plus loin. Mais ceux qui n'avaient pas de compétences, on ne savait pas comment les aider. Et c'est là qu'au travers des discussions qu'on a pu avoir avec certains partenaires comme les OPSN, qu'on a inventé ensemble un dispositif qui s'appelait un dispositif de licence mutualisée. C'est-à-dire que, grosso modo, en passant par l'intermédiaire des OPSN, on a financé pour eux le préachat d'un certain nombre d'outils de base simples, de type antivirus, de type protection de messagerie, etc. Et par ce biais, il y a au moins une vingtaine d'OPSN et structures équivalentes qui sont entrées dans le jeu. Et par ce biais, on sait qu'on a potentiellement plus de 10 000 collectivités, 10 000 mairies qui sont dans le stock de ceux qui sont en capacité de céder. Alors,
tout n'est pas magique. Il y a certains OPSN où ça prend très très bien. Il y en a d'autres où il faut convaincre la petite mairie qu'il faut quand même qu'elle demande pour qu'on lui file la licence. Et c'est la vie de tous les jours, ça. Mais si vous voulez, la prise en compte des petites collectivités, c'est quelque chose qu'on a détecté assez vite. Mais pour le coup, ce n'est pas l'ANSSI qui a eu l'idée. C'est vraiment un travail en commun qui a été fait avec ses partenaires existants sur le terrain. Et d'ailleurs, ça m'amène à une deuxième réflexion. Je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais la compétence est la clé. Dès lors qu'il n'y a pas la compétence, il faut la trouver. Si on n'a pas la moyen de la financer, il n'y a qu'une seule solution, il faut la mutualiser. Et donc, le discours, il va derrière. Il devrait y avoir des OPSN partout. Alors, c'est un modèle, mais il y en a d'autres. On sait nous savons, parce que nous avons vu que certains conseils départementaux prennent à leur compte l'assistance et le soutien de toutes leurs communes. J'ai un exemple en tête. J'ai d'autres conseils départementaux où il y a un travail, Madame Lénon, c'est très bien quand je fais allusion, entre le préfet, le président de l'Assemblée départementale, des maires, les OPSN locaux, où on a créé une vraie dynamique locale pour pouvoir accompagner tout ça. La mutualisation est vraiment, parce qu'il y a ce problème de compétences, est vraiment un facteur clé. Merci. Céline Violet, au-delà de ces moyens conséquents déployés par l'État, faut-il réglementer, légiférer, mettre en place un système de carottes et de bâtons? Là, on a vu que ça fonctionnait visiblement quand on dit on ne donnera pas d'aide si vous ne montrez pas patte blanche en matière de cybersécurité. Est-ce que ça peut passer aussi par la commande publique? Oui, tout à fait. Et Anne Le Henninck le disait tout à l'heure, j'ai le label auprès des prestataires. Il y a une pression à mettre auprès des prestataires. Je vais partager l'exemple de Nieul-sur-Mer, commune de Charente-Maritime, un prestataire privé, et puis a été donc victime d'une cyberattaque. Le prestataire a indiqué à la commune que c'était résolu. Et non. Le campus, et on parlait tout à l'heure de mutualisation, ça fonctionne très bien en Charente-Maritime, avec la gendarmerie, avec l'ANSSI, avec l'association aussi des OPSN, des CLIC et le cybercampus, qui appelle Soluris en disant bon, je viens de voir passer sur le Darknet tout un tas de données de la commune, dont la CNI du maire, à vendre pour... alors je vous donne le tarif d'une carte nationale d'identité, c'est 5 €. C'est pas cher pour de l'usurpation d'identité. Et donc la commune n'était absolument pas au courant que ces données circulaient, en sachant qu'elles circulent assez fréquemment, puisque on le dit souvent, on ne négocie pas avec les terroristes, on ne paye pas les rançons. C'est des petites formules simples. Alors les collectivités, elles ne payent pas, puisqu'elles n'ont pas la possibilité de le faire. Donc ces données sont publiées, voilà, et sont présentes. Donc a fortiori, les cybercriminels mettent leur tableau de chasse, affichent leur tableau de chasse, ont des sites vitrines. Et donc la commune était présente. Donc oui, auprès des prestataires, un label est certainement nécessaire, aussi parce que ça permettra d'y voir plus clair et de savoir si on est conforme ou pas conforme. Ça, c'est certainement un premier dispositif, et Anne en parlera peut-être. Rendre obligatoire la présentation d'assurance sécurité des prestataires qui répondent aux appels d'offres, comme le disait aussi Mathieu Azoir. Favoriser la formation, la sensibilisation. On fait souvent des parallèles avec la cybersécurité, avec la sécurité routière. Ça a été des années de communication. Enfin, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on nous a partagé la nécessité d'être plus vertueux sur la route. Et ça porte ses fruits, mais c'est très long. Donc il faut continuer la sensibilisation. Et puis, on l'a un petit peu abordé là, et c'est souvent le sujet. Oui, il faut soutenir des équivalents temps plein. Il faut des ressources. Accompagner toutes les communes, 36 000, 35 000, parce que certaines se sont regroupées. Tout à l'heure, le chiffre de 10 000 était donné, ça fait un tiers. Il faut des accompagnants, des formations. Je crois que c'est Mathieu aussi qui en parlait. Il faut former. Il faut des RSSI. Alors, chez Soluris, on en a 3 qui sont mutualisés, et la mutualisation fonctionne. Pas nécessaire d'avoir un RSSI par commune quand les communes font, on disait le chiffre, moins de 3 500 habitants. Mais mutualiser un responsable des systèmes un responsable sécurité des systèmes d'information pour le compte des communes, tout ça sont des dispositifs qui nous permettent de nous organiser pour
non pas réduire la menace parce qu'elle est présente, mais au moins les freiner, freiner les cybercriminels dans la récupération de nos données des collectivités. Anne Le Henanf, sur le côté faut-il réglementer, légiférer sur le sujet? En fait, on va bientôt fêter nos 10 ans. Je reconnais ici des gens qui sont sur ces sujets depuis des années comme moi. En fait, on va bientôt fêter nos 10 ans en fait, de sensibilisation. Hein. Je trouve que ça fait un petit peu long. Ça va quand même pas assez vite. Donc, on pourrait tenter effectivement de prendre des mesures un peu plus coercitives. Bon, après, on peut trouver un juste milieu. Nous, on fait le législateur, on peut vraiment orienter. Et je pense que sous la souveraineté numérique, comme quelque chose finalement qui a bien fonctionné. Les communes ont fait un travail extraordinaire sur le RGPD. Moi, je me dis que finalement, comme le RGPD, ils l'ont fait, on l'a fait. Hein. Moi, j'étais dans une collectivité locale assez rapidement et on l'a bien fait, on a été sérieux. Je pense que sur le niveau de sécurité des systèmes d'information et la protection des données, je pense que ça peut être la même chose. Ça peut passer par la réglementation de la loi, effectivement. En fait, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que les DSI, bon, je sais qu'il y en a sans doute pas mal ici, mais globalement, vous avez un gros souci, les DSI, c'est que vous n'êtes pas entendu. C'est difficile pour un DSI, et ils le disent souvent, d'être entendu par le plus haut niveau de leur collectivité, c'est-à-dire le maire et les élus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sur un sujet qui est perçu comme technique. Il faut absolument décoller ce sujet-là du technique, parce qu'on fait confiance aux techniciens, c'est normal quand on est élu, mais il faut vraiment qu'on arrive, vous en avez parlé tout à l'heure, à faire prendre conscience, et on le dit depuis des années, aux maires et aux élus, que ce n'est pas un sujet que technique. Les DSI feront ça super bien au niveau technique, mais c'est de la gouvernance, c'est de la protection, c'est du pilotage en fait. Et puis budgétairement, il faut faire des choix, c'est toujours pareil, et la sécurité n'est pas forcément une priorité. Alors les pistes, moi, que je vois évidemment, c'est réglementer. La loi SREN nous aura permis déjà de rentrer dans la loi Cloud au centre, hein, la circulaire de la Première ministre Cloud au centre, c'est un début, on en parlera tout à l'heure, c'est l'article 10 bis A de la loi SREN. Les sénateurs étaient beaucoup ambitieux et je les suis là-dessus. On a trouvé, on verra comment ça va sortir au final, mais voilà. Déjà, de protéger les données sensibles, ça paraît un minimum, hein, vraiment un minimum. Ensuite, moi, je crois beaucoup à l'écosystème. On en a parlé tous, je pense. L'écosystème est stratégique. Ça se joue en local. Le général Frestinet a dit, ça se joue en local, en fait, la cybersécurité. Au niveau départemental, je dirais, à peu près. Sachant que l'élément de mutualisation dont on a tous fait état, c'est pour moi le PCI, au même titre que le PCI a la compétence sur l'eau, a la compétence sur des sujets ressources, réseaux, protection. Je pense que la cybersécurité, elle se joue au niveau de l'EPCI, et donc là il faudra peut-être contraindre effectivement les EPCI un petit peu plus, pas la commune. Ça n'a pas de sens dans certains cas, quand on a 1200 habitants, d'imposer des normes ou des règles en matière de cybersécurité. C'est l'EPCI, c'est minimum 30 000 habitants. Là, je pense qu'on peut avoir un certain nombre d'exigences. Le marché public, c'est réglementaire. On a réussi par la loi Industrie verte à modifier les marchés publics un petit peu sur l'industrie verte. Donc il n'y a pas de raison que sur la cybersécurité, on ne puisse pas non plus. Donc nous, c'est une piste vraiment sérieuse de faire évoluer les marchés publics et imposer finalement que dans les marchés publics, il y ait des indications, que l'élu local, que les équipes, quand elles écrivent un appel d'offres, elles aient la possibilité de mettre des critères sur ce sujet-là. Après, on parlait effectivement, moi je trouve ça vraiment intéressant ce que vous avez dit sur les sociétés, en fait des bonus. Alors moi j'ai pensé aussi, par exemple, on pourrait imaginer que alors c'est peut-être pas les collectivités, mais quoique, quand il y a des emprunts qui sont faits auprès des banques, que la banque ait la capacité de vérifier que la commune, par exemple, a fait le nécessaire au niveau de la cybersécurité et que ce soit conditionnel, en fait. Vous voyez, qu'il y ait des bonus. C'est un petit peu coercitif, mais ça peut avoir un intérêt, du coup, de monter en compétence en cybersécurité si on arrive à un bon seuil,
que la banque elle dise OK, on va vous prêter à un taux préférentiel, par exemple. Un emprunt. Instaurer la conditionnalité cyber. Une conditionnalité cyber, au même titre que ça peut être rentré dans les quotas RSE pour des entreprises. Je pense que de faire introduire la cybersécurité et les démarches qu'on fait pour monter en niveau de sécurité soit comptabilisées sur les critères RSE, comme ça peut être fait. Et puis, voilà, les EPCI, évidemment, j'en ai déjà parlé. François Degès, une question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure. Quel est le pourcentage du coût des solutions déployées qui est couvert par le parcours cybersécurité? Est-ce que ça couvre tout ou une partie seulement? J'ai fait une petite rapide allusion, mais je vais garder le meilleur pour la fin. On finançait grosso modo un parcours cybersécurité, c'était 100 000 €. 10 000 € qui servaient à payer l'accompagnement, parce qu'il y a des prestataires accompagnateurs qui étaient financés par l'ANSSI pour aller accompagner les collectivités qui contractaient par ailleurs avec des prestataires fournisseurs de services. La partie audit initial, plan de sécurité, qui était évalué à 40 000 € était financé intégralement par l'ANSSI. Je ne vous dis pas que de ci, de là, comme les collectivités avaient le choix de leurs prestataires, ils n'ont pas pu prendre des prestataires un peu plus chers, mais grosso modo, on a été dans les purs. Hein. Et puis, les packs relais. Par contre, les packs relais, on ne finançait pas tout. On finançait à hauteur de 50 000 €, mais on demandait un engagement de financer au moins 20 000. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, on prenait 70%, 75% en charge. La bonne surprise, c'est que le prix moyen d'un pack relais, c'est 85 000. C'est-à-dire qu'on constate que les collectivités ont mis grosso modo 2 fois plus que ce qu'on leur demandait de faire. Mais enfin, ils n'ont pas mis à hauteur de l'ANSSI, si vous voulez. Mais globalement, on a accompagné et les collectivités ont joué le jeu. Et grosso modo, on a pris en charge les 3/4. Merci. Céline Violet, comment êtes-vous organisée chez Soluris pour accompagner les collectivités sur la question cybermenace ? Dès 2014, chez Soluris, on a mené une démarche interne d'homologation référentiel général de sécurité, RGS. En 2015, on proposait cette sensibilisation aux élus, aux agents. En 2017, on les accompagnait, notamment les grandes collectivités, sur cette démarche. Et puis en 2019, on a créé un service confiance numérique avec la question du RGPD, avec la question, donc avec des DPO mutualisés, et puis des RSSI par la suite. Et on a bénéficié donc du financement de l'ANSSI et du plan de relance pour ensuite développer une méthode et un logiciel. Donc, notre méthode s'appelle CyberRisk, notre logiciel s'appelle Madis Cyber. Madis, qui était déjà un logiciel développé par Soluris et mutualisé auprès des OPSN qui s'en servent pour le RGPD. Donc en fait, c'est vraiment ces deux actions qui sont bénéfiques, et la sensibilisation et la feuille de route, que fait-on en cas de et puis ce logiciel qui permet de prioriser, parce qu'une fois qu'il y a l'anticipation dont on a parlé dès le début, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on n'a plus de système d'information? Qu'est-ce qui est prioritaire pour ma commune? Est-ce que c'est rétablir mon site internet? Est-ce que c'est rétablir mes serveurs? Qu'est-ce qui est prioritaire? Et les élus ont besoin d'être associés à cette démarche, ont besoin de... c'est en effet pas que le service informatique, c'est moi en tant qu'élu, qu'est-ce qui est important après une menace à remettre au service de mes citoyens. Et donc ça fonctionne... Alors on a un plan sur plusieurs années. Là aussi, on pourrait souhaiter aller plus vite, mais c'est quand même 550 adhérents. La première étape, et ce que répète l'ANSSI, il faut une sauvegarde, des mots de passe sécurisés. Il y a la sensibilisation, qui sont déjà des premières étapes indispensables. La deuxième, donc avec cette méthode CyberRisk qu'on propose. Et la troisième étape, donc qui sera en année N+3, c'est la simulation. On met en situation, là aussi avec un logiciel qui permet de bien réagir. Parce que comme à peu près toute menace, et l'exemple de l'incendie en est une, quand on est préparé à l'attaque cyber, ça va plus vite pour remonter les systèmes d'information et le service aux citoyens. Est-ce qu'il y a une quête de
de souveraineté dans les solutions que vous proposez? Est-ce que vous cherchez en premier lieu, si possible, des solutions souveraines? Oui, bien sûr, mais on voit les différentes vitesses entre les logiciels développés par les sociétés françaises et puis tout ce que proposent les GAFAM. On constate qu'une commune peut faire le choix d'une adresse Gmail parce que c'est plus rapide, parce que c'est gratuit. Et en effet, c'est une question bien plus large qui est au niveau de Soluris, mais bien plus large. C'est la souveraineté en France. Et pour le moins, il y a quand même cette question de la donnée. La souveraineté, aujourd'hui, elle passe par la protection de nos données, parce que très, très concrètement, on file des fichiers clients aux cybercriminels qui vont mieux nous connaître et mieux cibler les attaques. Aujourd'hui, elles sont en masse, mais demain, elles seront spécifiques en fonction de profil. Donc la souveraineté, aujourd'hui, passe par la protection de nos données. Mathias Zohar, on l'a évoqué tout à l'heure en passant la question de la directive européenne NIS 2, donc, qui doit être mise en œuvre en 2024. Donc ces directives marquent un pas de plus vers une approche continentale de la cybersécurité. Est-ce qu'on peut, au-delà de ça, penser de la cyber à une échelle régionale plutôt que nationale ou européenne? Et je poserai la même question à François Degès. Alors je ne sais pas s'il faut mettre tout ce monde en opposition, en tout cas ces différents échelons. Je pense qu'au-delà des enjeux que nous avons tous évoqués, et encore une fois, Patrick Chaise a pointé du doigt dans son intervention très précisément les différents besoins, il y a de faire en sorte qu'en France, nous puissions avoir une filière de cybersécurité et de faire émerger ou de continuer à accompagner un savoir-faire technologique assez incroyable sur le sujet. C'est une des trois missions du campus régional. La première, centre source à incidents, je l'ai évoqué tout à l'heure. La deuxième, formation, sensibilisation. Et la troisième, c'est l'accompagnement de nos entreprises et de créer un écosystème vertueux pour faire émerger simplement des offreurs de solutions. Face à la directive et face à la transcription NIS 2, il va bien falloir que nous ayons des entreprises qui accompagnent, en Nouvelle-Aquitaine, ces 5000 structures qui doivent se mettre en phase avec cette directive NIS 2. Il y aurait un paradoxe à être très prudent parce que nous n'aurions pas assez d'entreprises pour accompagner les différentes structures, voire même, et là le paradoxe serait encore plus incongru, c'est que nos structures soient accompagnées soit par des grands groupes américains, allemands, etc. Donc une de nos missions, c'est celle-là. L'entreprise Tetris, je la cite par exemple, c'est un des très beaux fleurons, 300 salariés qui vient d'inaugurer ses nouveaux locaux à côté du campus. On a les gros, on a Adves, on a OnePoint, on a Thales, et puis on a des plus petites structures, ISAOS, V6 Project, Serenicity qui vient installer son centre de R&D. C'est notre capacité à faire en sorte qu'il y ait une confiance pour ces entreprises. J'aime bien citer souvent cet exemple, parce qu'en plus l'idée ne vient pas de moi mais du directeur du campus, c'est qu'en France, vous savez, il y a le 1% culturel. C'est génial, ça permet aussi d'être une aide à la création artistique. Et puis, nous avons mis en œuvre le 1% cyber. Un adhérent du campus, ils sont à peu près 120, un adhérent du campus ne vient pas adhérer avec une somme en numéraire très importante, c'est un tout petit ticket d'entrée, et en particulier pour les OPSN qui n'ont pas beaucoup de moyens, ou les collectivités, on ne leur demande pas grand-chose, mais en revanche, on leur demande de contribuer à hauteur de 1% de leur masse salariale en cybersécurité. Et donc l'ensemble des entreprises viennent contribuer, ils viennent produire des communs numériques, des communs cyber, des référentiels, et ça permet à ce que chacun se sente valorisé, et puis derrière d'avoir des éléments de sensibilisation, d'information. Donc notre objectif, il est celui-là. Et quand je dis ça, parce que souvent on essaye, ou parfois on nous oppose entre régions, là, on n'est pas dans de la compétition entre régions. On peut dire simplement que peut-être en Nouvelle-Aquitaine, on a tiré un peu les premiers et on continue à avancer là-dessus. Mais notre objectif, c'est que dans l'ensemble des régions, on ait des belles entreprises qui œuvrent dans la cyber, et qui accompagnent également à un échelon plus local, soit des collectivités, soit d'autres entreprises qui ont ces besoins. C'est 1% de temps homme ou femme, on est d'accord. Oui, c'est pardon. Un tournant
femmes Donc pour que les et gens parfois hommes. s'investissent. Mais malheureusement, et vous le savez tous, dans la filière numérique et singulièrement dans la cyber, on manque beaucoup de femmes. De présence féminine, malheureusement. Bien. François Degès, quelle peut être, si tant est qu'il y a une réponse à cette question, la bonne échelle de la cyber? Est-ce que là, on a une approche régionale, il y a une approche nationale, donc vous incarnez, et une approche européenne, donc consacre la directive Nice 2 Alors certes, les victimes des cyberattaques sont dans les territoires, il faut être auprès d'eux, mais enfin globalement, le cyberespace n'a pas de frontières, donc il faut aussi harmoniser la réponse à un certain niveau. Et très clairement, la directive Nice 2, elle provient du fait, d'une part, qu'on a constaté des décalages entre les différents États membres sur leur niveau de prévention du risque numérique, mais elle prend en compte aussi le fait que la dimension européenne a donné un boost énorme à l'activité économique, donc il fallait bien prendre l'harmonisation du risque, de la prise en compte du risque numérique à ce niveau-là. Et c'est l'ambition. La deuxième ambition de Nice 2, c'est très clairement de passer... la directive Nice 1, elle visait vraiment les services essentiels. La directive Nice 2, elle dit, mais attendez, il y a des supply chains, il y a tout un tas de nouvelles victimes, il faut qu'on passe vraiment à une cybersécurité de masse. Et donc, c'est l'enjeu. Les ordres de grandeur de la transposition de Nice 2, c'est vous aviez 350 opérateurs de services essentiels régulés en France dans le cas de Nice 1, on passe entre 10 et 15 000. C'est même plus un changement d'échelle, là. Ça va être un changement quantitatif important. Un changement de méthode. Et très clairement, ça ne se fera pas de manière parisienne. Ça se travaillera dans les régions. Et là, on aura vraiment besoin de tous les écosystèmes. Et moi, j'adhère complètement à tout ce qui a été dit. Le développement de l'écosystème dans les régions est absolument vital. Anne Le Henenff, la vision de la cybersécurité comme clé de la souveraineté numérique est-elle indissociable de la question de l'hébergement des données et des applications? Alors, en fait, pour revenir un petit peu en arrière, je pense que les acteurs locaux, notamment les collectivités, elles ont une ambition souveraine, dans le sens que souvent, la plupart du temps, ils font travailler, dans leur esprit, c'est du souverain parce que c'est du local. Vous voyez, donc il y a une confusion, comme je disais au tout début, entre la souveraineté, le local et puis la protection. Donc en fait, la clé, elle est quand même de maintenir les collectivités dans ce réflexe qu'elles ont de faire travailler les acteurs locaux. Et ça va d'ailleurs être nécessaire, puisque Nice 2 va quasiment nous forcer, et c'est une bonne chose, à nous appuyer sur les acteurs locaux. Mais ça pourra se passer de manière positive si ces acteurs locaux ont un bon niveau, les prestataires qui vont travailler avec les collectivités ont un bon niveau, et notamment dans leur pratique en matière d'hébergement de données des collectivités locales ou des entreprises, donc des acteurs locaux. Donc on a un gros travail à faire, à mon avis, sur les politiques également liées à la donnée et l'hébergement des données. La loi SREN avait cet objectif sur le titre 3 que je portais, notamment parce que j'étais rapporteur sur le cloud, c'est qu'il va falloir également accompagner finalement ce niveau de sécurité avec des exigences de protection des données et de lieux où on héberge les données. Sur la loi SREN, telle que sortie du Sénat, l'ambition était effectivement d'être très, exigeante sur la protection des données de manière globale, des données publiques, et d'exiger qu'elles soient sur des clouds souverains, c'est-à-dire sur le territoire français ou européen à minima. Matériellement, enfin en tout cas de manière très pragmatique, la filière industrielle qui pourrait héberger les données et qui permettrait justement d'atteindre cette souveraineté numérique en France n'est pas suffisamment, structurée, si, mais elle est en cours de construction, ne peut pas accueillir autant de données publiques aujourd'hui. Donc effectivement, pour éviter pour assurer cette souveraineté, on ait à aller solliciter des acteurs allemands, italiens, espagnols, il est nécessaire d'aller très très vite, on est bien d'accord, pour structurer cette filière, mais en même temps finalement d'accompagner et d'exiger que l'hébergement soit souverain pour un type de données. Donc à la fois, moi je pense que les données sensibles et les données
je dirais, peut-être effectivement des futurs concernés par NIS 2, les futures organisations, soit par exemple celles qui pourraient être sauvegardées dans les clouds souverains, ici, en France ou en Europe. Mais je pense que la deuxième action que nous devrions rapidement, et je l'ai, moi, dans le rapport que j'ai fait de la Commission supérieure du numérique et des postes, recommandé, parmi les 10 recommandations, moi, il me paraît nécessaire, on en a parlé aussi depuis des années, mais je dirais d'amener les organisations à cartographier leurs données. Pour pouvoir savoir ce qui est nécessairement à héberger dans un cloud souverain, il faut cartographier les données. Ça ne sert à rien de cartographier, enfin d'héberger des données sur un cloud souverain, des données, je dirais, qui n'ont pas d'enjeu stratégique ou qui ne sont pas essentielles. Voilà. Donc, cartographier les données, faire monter en compétence les acteurs locaux. Et ça, je pense que l'ANSSI, c'est un rôle majeur, finalement, de vérifier que les acteurs locaux sont au niveau pour conseiller les organisations locales, qu'elles soient collectivités ou entreprises. Et puis, petit à petit, eh bien, effectivement, d'héberger les données sur les clouds souverains, c'est-à-dire minimum français et maximum européen. Justement, vous avez récemment participé à l'Assemblée à des discussions animées autour de l'article 10 bis de la loi sur le numérique qui voulait imposer aux administrations d'État et aux collectivités territoriales l'obligation d'héberger leurs données dans un cloud souverain. Et vous êtes intervenu pour faire retirer cet article. Alors expliquez-nous, c'est contre-intuitif. Ouais, ça paraît pas logique en fait. Mais alors, il y a une explication en tout, et je vais donc prendre le temps, parce que c'est le lieu ici d'expliquer. Effectivement, nous avons donc travaillé, donc Jean-Noël Barrot, le gouvernement a proposé donc un texte de loi sur le numérique qui s'appelle la loi SREN, sécuriser, réguler l'espace numérique, et qui est d'abord sorti du Sénat. Et c'est bien parce que vous avez un sénateur, et je pense que ce sera intéressant aussi d'avoir l'avis de mon collègue sénateur Patrick Chaise. C'est qu'effectivement, les sénateurs, et ils ont raison, et il m'a expliqué, on a des échanges évidemment entre Patrick et moi et les différents acteurs. Donc les sénateurs ont été très, très volontaristes et très, je dirais, forts dans leur positionnement politique sur le titre 3, notamment le cloud, en ajoutant un article qui s'appelle le 10 bis A et qui imposait à toutes les données publiques finalement, mais il sera le mieux placé pour expliquer. Donc je pense que ce serait intéressant quand même de l'avoir. Et moi, je pourrais à ce moment-là peut-être expliquer pourquoi je l'ai fait retirer à l'Assemblée nationale. Si tu veux bien, Patrick. Patrick, pourquoi la version Sénat? Oui, merci de me lancer sur ce sujet important. Alors, le débat au Sénat, il a été relativement, effectivement, simple. Je vais essayer d'ailleurs d'être le plus clair possible devant vous. C'est de faire en sorte que, dans ce cadre, qui était un texte assez fort en sécurisation et réguler l'espace numérique, eh bien, on affiche politiquement l'intérêt d'un cloud souverain pour toutes les données dites sensibles, et y compris, je le dis puisque ça fait partie d'un point de divergence, les données de santé, qui sont des données donc par définition sensibles pour chacun de nos concitoyens. Donc ça n'existait pas dans le texte initial. On avait donc dans le cadre des différentes auditions évidemment échangé avec les différents acteurs, dont le ministre, qui semblait assez timide, pour dire plus sur le sujet, et notamment par rapport à des discussions et des échanges qui se faisaient au niveau européen sur ce thème. Donc, bien, j'allais dire, j'avais connu déjà ce discours qui consistait à dire, écoutez, notamment quand j'ai été l'auteur d'un autre texte sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, faut pas faire ça, c'est du niveau européen. En France, on n'a pas la capacité finalement à imposer quoi que ce soit, donc en gros, ne faisons rien. Bon, j'ai déposé ce texte est allé au bout, il est aujourd'hui une loi
loi, et je m'aperçois que l'Europe, au contraire, donc s'appuie sur ces travaux pour pouvoir donc réfléchir et faire avancer le sujet. Et je me dis, pourquoi sur le cloud, finalement, on ne pourrait pas avoir la même démarche? C'est-à-dire que moi, je considère que l'Europe est effectivement une entité qu'on ne doit pas négliger, mais dont on fait partie. Et on est acteur de l'Europe. Et donc, en tant qu'acteur de l'Europe, on peut aussi donner ses positions qui, donc, par ricochet, peut faire aussi changer donc, la vision européenne des choses. Donc, vraiment, encore une fois, nous, notre position, c'était une position clairement politique, mais au bon sens du terme, pas politicien, pour dire allons-y, on est sur un texte pour sécuriser et réguler l'espace numérique. Il y a un sujet donc sur les données et la solution à cette question, c'est la création d'un cloud européen pour toutes les données. Merci pour cette précision. Voilà, donc ça arrive dans cet état-là à l'Assemblée nationale avec cet esprit, avec un nouvel article qui s'appelle le 10 bis A. Donc il faut savoir qu'une loi, ça se travaille évidemment en lien avec le gouvernement. On discute avec les sénateurs aussi, pourquoi vous avez introduit ça, pourquoi c'est si jusqu'au boutiste. Enfin, c'est un peu la perception que moi j'avais. Bon, alors après, pourquoi, c'est pour ça votre question, pourquoi on l'a fait retirer, sachant qu'on l'a réintroduit quand même d'une certaine manière à la fin. Donc en commission spéciale, effectivement, on l'a fait retirer. Alors les motivations principales, c'est qu'effectivement, c'était politiquement très fort. Et j'adhère à cette vision politique. Et moi-même, j'ai fait un rapport en l'enquête de la Commission supérieure numérique sur la souveraineté numérique et je suis en phase avec les sénateurs là-dessus. Aucun doute là-dessus. Après, je suis assez pragmatique, en fait, comme personne. Et quand on a fait de nombreuses auditions, on a donc reçu les industriels, la filière industrielle cloud, les extraterritoriaux, les Européens, les Français, les acteurs, notamment les acteurs sur les données de santé, les industriels qui collectent des données de santé, qui en produisent, etc. Donc, la filière cloud aujourd'hui n'a pas la capacité matérielle, tout simplement. Hein, c'est du pragmatisme, c'est du réalisme. C'est-à-dire que la filière industrielle française n'a pas les capacités. Je ne juge pas. Quand je dis capacité, ce n'est pas négatif. C'est matériellement, nous ne pouvons pas, les clouders français, accueillir toutes les données sensibles et données de santé des Français. Ce n'est pas possible. Sans compter le fait qu'il faut 18 mois de migration minimum. Donc déjà, en termes de délai aussi, il y avait un terme de délai, ce n'est juste pas possible. Donc moi, je suis assez pragmatique. J'ai le sentiment qu'il y a un moment, il faut finalement peut-être aller dans le sens aussi de ce que voulait le gouvernement. Moi, j'étais entre les deux, finalement, entre le cœur et la raison. Eh bien, il fallait à la fois aller dans le sens finalement du gouvernement qui était de dire allons au rythme européen, n'allons pas trop vite en France, parce que le deuxième argument qui a fait que je me suis finalement avancée et exposée pour défendre l'idée qu'il fallait le retirer, ce 10 bis A, c'est que nous étions en pleine négociation, notamment l'ANSSI, au niveau européen, sur un texte ou un décret ou une négociation qui s'appelle l'IUCS, qui va déterminer au niveau européen le niveau de cybersécurité des organisations, niveau de cybersécurité minimal. L'ANSSI fait un travail énorme et ils ont gagné, notre agence nationale a gagné des pas en imposant finalement une sorte de référentiel français. Il faut bien comprendre que les Nordiques, ils n'ont pas la même notion que nous de la cybersécurité ou du niveau de cybersécurité. Ils n'ont pas la même relation complexe non plus que nous avons avec les GAFAM. Et donc, malgré cela, la France a réussi à gagner des pas pour imposer son niveau de cybersécurité. Donc pour cette raison-là et pour ne pas faire exploser la négociation qui allait dans le bon sens au niveau européen, on a préféré, j'ai décidé de proposer le retrait. Au final, on l'a étudié quand même, on l'a réintroduit, le 10 bis A, quand même, en hémicycle, mais quelque chose de un petit peu plus modéré, entre guillemets, qui est d'introduire dans la loi la circulaire de la Première ministre, la circulaire Cloud au centre, qui impose que les données sensibles des administrations d'État soient sur les clouds souverains. C'est pas encore terminé, cette histoire, puisqu'on a encore la CMP, qui donnera lieu à des discussions avec les sénateurs, entre sénateurs et députés, pour savoir comment on va ressortir là. Sur les données de santé, la raison principale, c'est qu'il y a un référentiel qui s'appelle le HDS,
qu'il y a des négociations aussi au niveau européen qui s'appelle le Health Data Act, et que, voilà, en fait, la loi sur le numérique française percutait un peu des négociations qui ont lieu en ce moment même au niveau européen. Donc, la raison, voilà, a primé dans le sens, ne soyons pas trop pressés pour l'instant. Il sera toujours temps de revenir, et les sénateurs, et Patrick, il saura me trouver à ses côtés le moment venu pour imposer ce que nous, on veut en France, mais laissons l'Europe. Voilà, c'était ça principalement les motivations. Merci. Alors, j'ai une dernière question pour vous, Anne. J'en aurais beaucoup pour vous tous, mais le temps file. Je me rends compte que ça va très vite. Il faudrait qu'on puisse prendre quelques questions de la salle. Alors, on a vu l'année dernière les GAFAM se rapprocher des groupes numériques français, d'Orange, Capgemini, de Thales, pour proposer des offres d'hébergement souveraines ou de confiance. Alors, ma question est très simple. Peut-on être Secnum Cloud quand on s'appelle AWS, Google, Microsoft ou Alibaba ? C'est un vrai sujet. Hein. Vous voyez, moi, je suis sur un rapport dans le cadre de la Commission de la Défense actuellement à l'Assemblée nationale sur les défis de la cyberdéfense. Et hier, nous avons auditionné le groupe Thales, qui est en joint venture, en train de préparer une joint venture avec Google. Et je lui pose systématiquement la question. Moi, je pense qu'on pourra parler plus de numérique de confiance, voilà, de cloud de confiance. De souveraineté, je demande à le voir, mais c'est vers l'ANSSI que je vais me tourner, là, du coup, parce que c'est eux qui vont être garants, qui sont effectivement souverains. Moi, à ce stade, je ne sais pas, je l'espère. Ils nous disent, en tout cas, quand nous posons la question, que tout est fait pour que la souveraineté soit assurée, que tout ce qui est essentiel sera piloté par les agents, les employés, par exemple de Thales ou d'Orange ou de Capgemini, que tout ce qui est stratégique, sensible, sera piloté par eux et que les extraterritoriaux, les Américains, n'auront pas accès. C'est en cours de construction. J'ai redemandé hier comment avançait la labellisation Secnum Cloud du joint venture Thales Google. C'est en cours, ils sont optimistes, mais là, c'est plutôt l'ANSSI qui peut le dire. En tout cas, sur le cloud de confiance, oui, je pense que moi, j'ai très confiance des résultats de ces joint ventures franco-américaines sur la confiance, c'est-à-dire sur la sécurité. Sur la souveraineté, j'attends de voir, je ne sais pas. Bien. Alors, j'ai cru comprendre que c'était délicat pour l'ANSSI de réagir à cette question, mais si vous avez un complément, commentaire... C'est pas délicat pour l'ANSSI, c'est délicat pour moi qui suis pas au cœur de ces sujets, en fait. C'est pour ça que si Vincent Strobel avait été là, il aurait été plus au cœur de ces sujets. Je sais que ça bouge beaucoup, et il y a une partie de la réponse dans ce que dit Madame Lenanf. Il y a des sujets à la fois techniques, des sujets un peu plus juridiques avec les problèmes d'extraterritorialité des lois, mais c'est des sujets hautement sensibles. Et en plus, la négociation pour faire avancer nos pions au niveau européen, la négociation au niveau européen, tout ce que j'en sais, c'est pas une affaire simple. Donc, oui, il y a beaucoup de choses en cours. Donc, je n'ai pas suffisamment d'éléments, je risquerais de dire des bêtises, à titre personnel. Bien, nous avons peut-être le temps de prendre quelques questions dans la salle. Est-ce que vous avez, mesdames et messieurs, des questions pour nos interlocuteurs? Alors, je vais venir. Je crois qu'on a un micro là-bas. Oui, voilà. Alors, levez la main si vous voulez, et surtout, n'oubliez pas, monsieur là-bas, au fond. Alors, on a un monsieur ici, et puis derrière, là-bas. Si vous voulez bien vous présenter en posant votre question. Allez-y, allez-y. Oui, bonjour. Brice Gall, directeur du GIP RGD Savoie-Mont-Blanc. Question sur le plan d'accompagnement ANSSI. Est-ce qu'il est prévu de le renouveler ou de le maintenir, le prolonger? Je réponds tout de suite.
Le plan de relance, c'était le plan de relance. Donc, il n'y a plus de plan de relance. Il est terminé. Il n'y a plus de budget. Alors, ceci dit, M. Barrot a trouvé des financements dans le cadre d'une autre enveloppe pour pouvoir à la fois accompagner les PME et puis accompagner les collectivités. Grosso modo, on est en train de travailler sur une enveloppe de 15 millions d'euros. C'est quand même pas à la hauteur des 176 qu'on avait avant, pour les collectivités, et à peu près autant pour les PME. Et c'est des sujets avec trois axes de travail, mais ça va se déboucler dans les jours qui viennent. Avec 3 axes de travail. On va essayer de rattraper un certain nombre de collectivités qui n'avaient pas pu se mettre en ligne pour des questions de ressources dans le cadre de Parcours Cyber, à hauteur d'une 50aine, grosso modo. On va travailler sur des offres un petit peu complémentaires. Et puis, on a un autre sujet en lien avec l'ANCT et puis aussi avec certains OPSN pour pouvoir, et pour répondre à des questions qui ont été évoquées, pour pouvoir offrir aux collectivités, notamment qui n'ont pas beaucoup de compétences, une plateforme sécurisée de type messagerie, nom de domaine, hébergement. Voilà, ça c'est les perspectives dans les 2 ans à venir. Vous avez une autre question? Vous avez le micro, allez-y. Bonjour, je suis Beka Zobo, délégué à la protection des données personnelles de la ville d'Evry-Courcouronnes. J'ai une question sur la souveraineté numérique européenne et plus précisément sur le projet Gaia X. C'est vrai, est-ce qu'on peut parler de souveraineté européenne lorsqu'on inclut dans ce projet des acteurs des GAFAM comme AWS et Microsoft Azure dans ce projet-là? Quelqu'un veut-il répondre sur... Bon, voilà, je crois que c'est un silence éloquent. Bien, je peux juste dire un mot, dire que oui, effectivement, et Céline me le soufflait, vous avez raison, monsieur, mais j'en profite pour dire aussi que je suis totalement d'accord avec Patrick Chaise sur, et je ne veux pas vous contredire, hein, madame la députée, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on donne l'exemple clairement par la loi. On est tous là à dire que l'enjeu, il est majeur, et si à un moment donné... on se dit oui, il faut qu'on avance un peu, mais il faut qu'on soit prudent parce qu'on est en égo, parce qu'on a vu les entreprises. Là, en région Nouvelle-Aquitaine, on discute avec l'ensemble des établissements hospitaliers, avec l'ARS, avec de nombreux secteurs stratégiques. Ils nous demandent que ça. Ils nous demandent même de créer un data center régional, de créer une backbone totalement sécurisée, maîtrisée par la puissance publique. Donc, donnons l'exemple, sincèrement, donnons l'exemple. Merci. Nous avons une autre question, monsieur, allez-y. Oui. Et puis devant. Oui, bonjour à tous. Ça va être plutôt un témoignage sur la commande publique, très rapidement. Nous sommes un cabinet d'avocats, 60 avocats, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont un tiers avec les personnes publiques et les collectivités. Nous avons une attaque. On ne pensait jamais avoir une attaque, ça nous semblait très très loin en cabinet d'avocats. On arrive un matin, une télécopie. On allait jeter le télécopieur. Tout était bloqué. On nous demande une rançon. On réfléchit très vite. Déjà, on appelle notre DSI qui était en vacances. Heureusement, il nous répond. Et tout est bloqué. Heureusement, on avait sauvegardé en double toutes nos données. On avait des mots de passe assez renforcés. Simplement, on a redémarré. Alors, on a redémarré très vite parce qu'on s'était préparé et parce qu'on avait pris les mesures. Donc plutôt une bonne solution, mais il fallait l'anticiper, il fallait prévoir un budget. On travaille avec un grand acteur qui est la SNCF, qui a beaucoup de données, qui dans le cadre d'un marché, tout d'un coup, nous a demandé en fait quel était notre niveau de protection. Alors un cahier des charges, je ne vous cache pas, énorme. Heureusement, on était déjà préparé, donc on n'était pas complètement en fait, au niveau. Ce que je voulais dire, c'est que derrière ça, donc très bien, mais donc la commande publique finalement peut effectivement être vertueuse puisque ça peut être vertueux des deux côtés. Simplement aussi parce qu'en fait une sorte de PME, hein, on est cabinet d'avocats mais aussi une PME, donc il faut préparer le budget. Où sont nos données? Parce que j'entends parler de la souveraineté pour les fournisseurs. Où sont les données? Je ne suis pas sûr que toutes les données soient en fait en Europe et bien protégées. On a un certain nombre de clients donc, qui sont aussi prestataires de collectivités
qui peuvent être des groupes internationaux qui ont pas mal de données également à l'étranger, puisque et pas en Europe. Et puis, élément très pratique, on était assuré. Bon, on était assuré à peu près correctement. Le plan de relance, 100 000 € avec un prestataire spécialisé, qui n'était pas notre prestataire habituel. Et donc ça a assez bien fonctionné parce que comme on a été protégé, on a perdu seulement une journée de travail, mais on a effectivement des clients où, vous l'avez dit, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus, et qui ne se relèvent pas. Donc la commande publique peut être vertueuse des deux côtés, même si c'est complexe aussi pour les entreprises. Merci de ce témoignage très complet. On a monsieur ici, là. Alors, pardon, monsieur a déjà le micro, donc allez-y. Ensuite, on va revenir par ici et on va finir par monsieur là-bas. Allez-y, allez-y. Je vous remercie. Pascal Peuchot, je suis responsable de l'innovation territoriale à la collectivité de Saint-Barthélemy aux Antilles. Et je voudrais parler, et partager une inquiétude que nous avons, tous les territoires à minima des Antilles Guyane, mais je pense qu'on va pouvoir également le transposer à tous les territoires ultramarins, qui rejoint exactement la remarque qu'a fait monsieur Azoire tout à l'heure. C'est que si on doit localiser nos données, on va dire les données stratégiques des administrations publiques sur le territoire français, on a deux possibilités. Soit elles sont localisées aux Antilles-Guyane, soit elles sont localisées sur le territoire de la France hexagonale. Mais vous voyez peut-être pointer la question, c'est que pour arriver jusqu'à la France hexagonale, nos données aujourd'hui, telles que les routes de câbles sous-marins, sont faites, transitent par des territoires étrangers. Et en particulier les États-Unis, mais il y a d'autres, ça peut transiter par d'autres territoires. Donc c'est pas une question forcément que je pose, mais c'est juste pour alimenter le débat, pour dire que la souveraineté de la France et de ses territoires ultramarins devrait aussi passer par la souveraineté de certaines routes qui nous relierait directement à l'Europe. Alors je pense que pour la Polynésie, la Calédonie, les choses vont être encore plus compliquées, mais voilà dans quel sujet. Si déjà en Nouvelle-Aquitaine il se pose la question, imaginez bien que nous, de notre côté, on se pose aussi la question, y compris sur la zone Antilles-Guyane, où est-ce qu'on a des liens directs entre Saint-Barthélemy et la Guyane, par exemple, sans transiter par des territoires étrangers. Voilà. Merci de votre témoignage, de cette remarque. Monsieur, levez la main et puis ensuite, Antoine Darod, on vous donne la parole. Bonjour à tous, David Vierapin, Ubicité, Groupe Altitude. Je vous remercie pour vos présentations. Ma question, elle se tourne autour de l'ISO 27001. Est-ce que ce sont des référentiels qui sont nécessaires à avoir en tête, à prendre en compte? Est-ce que ce sont des référentiels qui sont aussi repris dans des travaux français, donc souverains pour le coup, et ces exigences-là tiennent aussi aux collectivités locales? Merci. François Degès, allez-y. Alors, je ne suis pas rentré dans les méandres de Nice 2, mais dans Nice 2, il est prévu dans les dispositifs techniques d'exigence qu'il y ait des moyens présumés de conformité. Et de mémoire, parce que je me suis plongé dans ces documents pour préparer une conférence aux associations d'élus hier, j'ai vu que dès lors qu'une entité essentielle ou importante est ISO 27001, elle est présumée conforme. Merci de cette précision. C'est pas encore dans le marbre, mais c'est les travaux actuels. Bien. Nous allons prendre les deux dernières questions. Pardon, je suis désolé, on est vraiment très court en temps. Vous pouvez continuer la discussion après, pendant le déjeuner, approfondir un petit peu la question. Antoine Darod de la Caisse des dépôts. Oui, peut-être juste une remarque, parce qu'effectivement, la Caisse des dépôts, depuis quelques années, investit dans son groupe globalement, et notamment avec la filiale de la Poste d'Ocapost, dans un certain nombre de solutions numériques à destination notamment des collectivités territoriales et aussi des acteurs publics. La remarque que je fais, c'est qu'on investit beaucoup. Objectivement, là, en 24 mois, on a mis plus de 70 millions d'investissements dans des solutions numériques.
il n'y a pas beaucoup de demandes qui arrivent. Et c'est assez surprenant. C'est-à-dire que, effectivement, on ne peut pas, sur l'ensemble des données, exiger des niveaux très élevés, mais sur certaines données, il faut quand même qu'on soit responsable et qu'on se fasse un peu mal. Oui, c'est compliqué d'aller faire une visio avec une solution purement française. C'est peut-être moins confortable qu'avec Zoom. Mais quand nous, on est convoqués à Matignon pour faire une visio sur les données sensibles et qu'on l'a fait sur Zoom et qu'on nous demande de mettre l'ensemble des données sur un Google Drive, c'est vrai, hein. Et je veux dire, alors qu'on investit, nous, dans des sociétés de solutions françaises et qui ne sont pas utilisées que ce soit par l'État ou par les collectivités, ça interroge quand même. Donc il y a un moment, il va falloir se faire un peu mal. C'est une guerre qu'on a. C'est une guerre qui est là, et il va falloir qu'on soit un peu patriote, qu'on se fasse un peu mal, et que pas sur toutes les données, bien évidemment, mais sur les données sensibles, il faut qu'on soit responsable, et qu'on se fasse un peu mal, et qu'on aille privilégier les solutions européennes. Merci Antoine de cette remarque. On peut l'applaudir, effectivement, ça résume bien le sens de toute la discussion d'aujourd'hui. Pas facile de passer après Antoine. Bonjour. Claude Morin, vice-président de Ville Internet. Je suis également maire et vice-président d'une structure de 81 communes qui va de 19 habitants à 5000. Alors merci tout d'abord pour toutes les précisions que vous avez apportées aujourd'hui. Je voudrais juste, en tant que vice-président de Ville Internet, vous faire part également de la préoccupation de nos adhérents. Tout à l'heure, on abordait le sujet, effectivement, que les collectivités avaient du mal à aller vers la cybersécurité d'une manière spontanée. C'est vrai, mais ce que j'entends, moi, auprès de nos adhérents, c'est aussi le fait de pouvoir sécuriser la sécurité. On parlait de labelliser des entreprises ou des organismes qui peuvent justement nous aider à intervenir dans les collectivités. Et ça, effectivement, auprès des petites collectivités, on va dire moins de 5000 habitants, où on a des élus comme moi, bons pères de famille, le bon sens près de chez nous, vous voyez ce que je veux dire. On ne trouve pas toujours, on va dire, le côté sécuritaire que l'on doit apporter lors des appels d'offres qu'on amène à notre conseil municipal, parce que un sou est un sou et on veut faire attention. Voilà. Donc, je pense que les collectivités sont quand même très sensibilisées aujourd'hui, et même les petites. Par contre, l'inquiétude, c'est à qui on fait appel pour être sûr que notre sécurité est sécurisée. Voilà. Alors, c'est peut-être plus, je ne sais pas si ça appelle à une réponse directement, peut-être Céline ou Mathieu. Je peux juste donner un exemple sur quoi nous sommes en train de travailler, parce que cette préoccupation, elle nous est remontée, c'est que le campus régional cyber puisse proposer une plateforme où vous, en tant que président de maire, président du PCI ou un autre, dit voilà, j'ai tel besoin ou voilà où j'en suis, et à la fin, après une analyse, on puisse vous proposer 3 ou 4 types de structures ou éventuellement 2 ou 3 entreprises qui puissent vous accompagner, que nous aurons nous-mêmes certifiés en lien avec des prescripteurs et des ambassadeurs locaux, parce que j'aurais aussi pu le dire tout à l'heure, il nous faut des relais territoriaux. On travaille avec les CCI en ce moment, aussi dans leur... parce que bon, ils se posent beaucoup de questions sur l'avenir des CCI, et leurs propres salariés et agents aujourd'hui doivent même être formés pour accompagner localement. Donc voilà, l'idée c'est de faciliter. On en est sincèrement loin, mais c'est faire en sorte que face à cet enjeu, on puisse globalement être assez clair, précis, transparent. Mais le spectre est large. Voilà, c'est pas simple en tout cas à traiter. François, j'ai un commentaire très court, et Céline pour conclure. J'ai 2 éléments de réponse, mais j'espère que je n'ai pas spoilé Mme Violet. Pourquoi l'ANSSI a fait une convention avec DECLIC, l'association qui regroupe les OPSN? Parce que tous les opérateurs publics de services numériques sont sous gouvernance élue. Donc, a priori, des structures avec lesquelles les collectivités devraient être en confiance. Et lorsque je faisais un grand appel à la mutualisation tout à l'heure, j'avais ça en tête. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce que vous décrivez, on a fait un petit audit au niveau de l'ANSSI, on appelle ça le syndrome du garagiste. Je suis d'accord avec vous, la plupart des petites structures, maintenant, sont conscientes
Et ce n'est même pas forcément un problème de sous. Elles ont juste peur de se faire avoir. Et ils ne savent pas comment s'y prendre. On est en train de travailler sur un nouveau dispositif qui s'appellerait Monnaie de Cyber, mais qui n'est pas qu'un dispositif technique, labellisé par l'ANSSI, dans lequel on va, entre guillemets, former et puis s'assurer éthiquement des ambassadeurs qu'on vous enverra pour faire de l'aide du diagnostic. Céline, d'un dernier mot court, parce qu'on est en train d'exploser les compteurs en termes de temps. J'allais en effet vous parler de Déclic, qui est l'association qui regroupe les OPSN, qui regroupe les centres de gestion, qui sont des acteurs de terrain qui vous permettent, qui mutualisent leurs solutions. Il y a une étude qui a été faite au sein de Déclic. C'est la préoccupation aujourd'hui de Déclic, la cybersécurité, et ils sont sur les territoires. Bien, merci. Je pense qu'on peut vous applaudir. C'était très intéressant.